Bonjour et bienvenue à cette vidéo introductive qui va vous parler de Apache Spark. Donc cette première vidéo va vous expliquer l'intérêt de Spark, pourquoi est-ce qu'il a été réalisé et quelle est sa relation avec les autres technologies Big Data. Bien, alors pour commencer, on va vous introduire d'abord Apache Spark. Donc, qu'est-ce que Apache Spark? Apache Spark est une plateforme de traitement sur cluster générique. Alors, quand on dit sur cluster générique, c'est-à-dire qu'elle est faite pour s'exécuter sur un cluster de machines et pas uniquement sur une machine indépendante. Donc, quand on dit cluster, c'est-à-dire un ensemble de machines interconnectées, c'est un système réparti. Et donc, Apache Spark est à la base faite pour s'exécuter en parallèle sur un ensemble de machines. Elle assure un traitement parallèle et distribué sur des données massives. Donc l'objectif ici, c'est de traiter des données de grande taille. C'est pour ça en fait qu'on appelle Spark une technologie Big Data, car l'un des objectifs de Spark, c'est de s'exécuter sur des données massives et de façon qui soit optimale. Donc le problème avec les données massives, c'est que ce sont des données de grand volume, et ce volume-là, en fait, il impacte toujours le temps de traitement. Plus on a de volume, plus le traitement prend du temps. Là, avec Spark, en fait, ils ont essayé en créant Spark de gagner le maximum de temps et d'avoir une performance qui est plutôt élevée. Donc, c'est pour ça qu'ils utilisent plusieurs mécanismes dont on va parler tout à l'heure, notamment donc l'exécution, bien sûr, sur un système réparti pour commencer, mais aussi le fait de profiter de l'ensemble des ressources de toutes les machines du cluster, d'utiliser énormément la mémoire. Donc, on le sait tous, la mémoire, c'est le composant qui permet en fait le stockage et la lecture des données de façon la plus rapide tout en sauvegardant donc un volume qui est assez important. Donc il se base principalement sur le traitement in memory. Donc on va parler de ça plus tard. Donc Spark permet de réaliser des traitements par lot, c'est-à-dire sur la totalité des données que vous avez dans votre cluster, mais également à la volée, c'est-à-dire qu'il peut traiter des streams, donc des données qui sont en train d'arriver au fur et à mesure, et il peut les traiter au fur et à mesure. Donc ces traitements-là sont des traitements de courte durée qui se font sur les données à la volée, c'est-à-dire pendant qu'elles sont en train d'arriver, avant notamment de faire le stockage de ces données-là. Spark permet d'intégrer l'ensemble des outils et des technologies Big Data, notamment et en particulier la technologie Hadoop. Alors, Spark, il faut bien le noter, Spark est une technologie de traitement et pas une technologie de stockage, en tout cas pas encore. Donc Spark, ce qu'elle est en train de faire, c'est de faire les traitements en utilisant des technos de stockage qui existent déjà. Donc notamment, si vous n'avez pas un système de stockage qui est sophistiqué, vous pouvez toujours exécuter Spark directement sur votre machine et sur votre système de fichiers. Sinon, Spark peut s'exécuter aussi sur Hadoop HDFS par exemple, en profitant de toute la puissance de HDFS pour tout ce qui est traitement donc plutôt stockage des données, répartition, tout ce qui est réplication, gestion des fautes, etc. Donc je vous invite à aller regarder une autre vidéo en fait que nous avons fait sur l'environnement Hadoop, où je décris le comportement de HDFS et comment est-ce que Hadoop gère tout ce qui est donc gestion répartie de toutes les données qui sont massives et sur un cluster qui est de grande taille. Ce que Spark rajoute par rapport à d'autres technologies de traitement massives, notamment MapReduce, c'est qu'elle offre des traitements itératifs et interactif. Alors, MapReduce, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, c'est un paradigme de traitement qui est à la base implémenté sur Hadoop HDFS et qui permet de traiter les données de façon parallèle, donc des données qui sont réparties, distribuées sur un ensemble de machines, on va les traiter de façon parallèle. Donc ce que fait MapReduce, c'est qu'il divise le traitement en deux types. Donc le premier type, c'est le mapper. Donc le mapper, il va permettre de traiter, donc en fait on a des données qui sont distribuées sur plusieurs machines, chaque machine contient une partie des données, et donc le mapper va s'exécuter en parallèle, donc c'est le même traitement qui s'exécute sur toutes les parties de mes données, et il s'exécute en fait sur les données ligne par ligne, uniquement de la partie du fichier qui est contenue dans la machine en question. Ensuite, le reducer, il permet un traitement qui rassemble un peu tous les résultats des mappers pour donner le résultat final qui doit avoir une vision sur la globalité des données. Donc, le problème avec des systèmes comme MapReduce, c'est que, en fait, on ne peut faire qu'une opération de map
ensuite une opération de reduce à la fois. Donc ce sont des traitements à grande latence, c'est-à-dire qu'ils prennent, donc, à partir du moment où on a lancé le traitement jusqu'au moment où on reçoit le résultat, ça prend quand même un temps qui est assez considérable, car il va falloir d'abord exécuter le traitement en parallèle, ensuite rassembler les résultats, ensuite et stocker le résultat sur le disque, sachant que Hadoop en particulier va stocker toutes les données intermédiaires sur le disque. Et donc c'est un traitement à grande latence. Le problème avec un traitement à grande latence, c'est que si on veut exécuter quelque chose d'itératif, c'est-à-dire qui parcourt les données à plusieurs reprises, il va falloir exécuter plusieurs opérations de map et de reduce successifs. Et donc, c'est ce qui fait que la latence va augmenter encore plus. Ce que Spark permet de faire, c'est qu'il permet de réaliser des traitements en batch, c'est-à-dire sur la totalité des données. Par contre, il autorise un traitement itératif sans avoir à exécuter la totalité d'une opération MapReduce successivement en stockant les fichiers à chaque fois sur le disque. Donc on va gagner énormément en temps et ça va permettre d'optimiser les ressources qu'on est en train d'utiliser. Deuxième chose que Spark permet de faire, c'est le traitement interactif, puisque Spark se base principalement sur les traitements en mémoire. En fait, ce sont des traitements qui sont relativement à courte latence. Il est donc possible de déclencher des traitements à la demande. Donc j'envoie une demande pour réaliser un traitement, même si c'est en batch, et la réponse peut arriver en temps réel au moment de la demande. Et donc c'est un traitement qui peut être interactif, ce qu'on ne peut pas faire avec des traitements MapReduce puisque la latence est assez grande, donc on ne peut pas en fait attendre une réponse de la part de MapReduce. Ce sont en général des traitements qui se font de façon régulière, périodique, et qui stockent le résultat soit dans une base de données, soit dans un fichier ou autre. Donc ça, c'est ce qui a distingué en fait Spark par rapport aux autres technologies qui réalisent des traitements en batch. Donc Spark va permettre d'offrir des API aussi de haut niveau en plusieurs langages, donc cela dépend de vos préférences. Donc il y a Java, il y a Scala, Python et R. Donc le langage de prédilection de Spark, c'est Scala. C'est le langage qui a été créé pour Spark, et donc en fait c'est un langage qui est fonctionnel et donc qui va un petit peu plus dans le domaine de tout ce qui est analyse de données, traitement de données. Cela dit, bien sûr, pour ceux qui sont à l'aise avec les autres langages, il vaut mieux utiliser le langage dans lequel vous vous retrouvez le plus. Alors, Spark est une architecture assez complexe qui va contenir plusieurs composants. Donc, pour commencer, il y a d'abord Spark Core. Donc, Spark Core, c'est le cœur de Spark et c'est l'ensemble des bibliothèques que contient Spark et à partir de laquelle on va pouvoir exécuter les traitements qu'on veut faire. Donc par rapport à Spark Core, il va contenir en fait la description par exemple la création de tous les RDD, donc ce sont les structures de données en mémoire qu'on va utiliser dans Spark et dont on va parler plus tout à l'heure. Et au-dessus de ce Spark Core, donc au-dessus de cette couche principale, il va y avoir d'autres couches, chacune avec un traitement différent ou avec un type de traitement qui est assez particulier. Donc d'abord, il y a la couche Spark SQL pour permettre de traiter les données stockées dans un système de fichiers de façon structurée. Donc là, c'est principalement pour ceux qui sont familiers avec les bases de données, les gestionnaires de bases de données qui sont habitués à utiliser un langage déclaratif pour interroger les données. Spark SQL peut être très utile pour eux. La deuxième couche, c'est Spark Streaming, qui va permettre des traitements en temps réel, entre guillemets. C'est pas vraiment la même définition, mais c'est juste pour dire que ce sont des traitements à la volée du flux de données qui arrivent au fur et à mesure des sources de streaming. Donc, on va parler en fait plus en détail de Spark Streaming dans une autre vidéo. Je voulais juste dire que ce n'est pas vraiment un traitement pur streaming, c'est-à-dire donnée par donnée, mais plutôt un traitement en micro-batch, c'est-à-dire qu'il va rassembler un petit batch de données et il va faire les traitements sur ce petit batch de données. Bien sûr, par rapport à l'utilisateur, ça reste un traitement en fait très... Donc ça reste en temps réel, hein, ça reste un traitement assez rapide. Cela dit, pour le système, bien sûr, c'est pas vraiment du temps réel tant que comme on est habitué à voir. Alors, en troisième lieu, Spark va offrir une bibliothèque de machine learning qui s'appelle MLlib. Donc, MLlib, c'est une bibliothèque qui va réimplémenter l'ensemble des algorithmes. Bon, pas tous les algorithmes bien sûr, mais un ensemble d'algorithmes qui sont les plus utilisés, les plus connus de machine learning ou
d'apprentissage automatique qui, en fait, elle les réimplémente de façon à pouvoir s'exécuter sur des données distribuées. Donc, ils sont réécrits de façon à exécuter des traitements en parallèle sur l'ensemble des machines qui contiennent chacune une partie des données. Donc, Spark est connu pour avoir une très belle performance quand il s'agit de données distribuées, bien sûr. Il reste en dessous de technologies telles que TensorFlow, par exemple, pour des données qui sont en local, en termes de performance de traitement, de temps de traitement. Cela dit, pour des données distribuées, il montre de très belles performances. Enfin, donc la quatrième couche qui est au-dessus de Spark Core, c'est GraphX. Donc c'est une couche qui permet de créer donc, des traitements sous forme de graphes, ou de gérer les traitements sous forme de graphes en mémoire. En fait, pour ceux qui veulent en fait exploiter ce type de technologie, donc selon le type d'application que vous voulez cibler. En fait, tout Spark va reposer sur une dernière couche qui permet l'interaction avec le système de fichiers. En fait, on appelle ça les ordonnanceurs, on appelle ça également les gestionnaires de ressources. Donc les gestionnaires de ressources permettent d'attribuer les jobs ou les parties des différents jobs Spark aux différentes machines ou aux différents processus du cluster pour associer en fait donc la partie du stockage associée à ce traitement-là. Donc Spark a son propre ordonnanceur qui s'appelle donc le Standalone Scheduler, qui peut s'exécuter sur un système de fichiers classique. Cela dit, Spark peut également s'exécuter au-dessus d'un gestionnaire de ressources, donc d'autres gestionnaires de ressources, notamment de Yarn ou de Mesos. Donc Yarn est connu pour être le gestionnaire de ressources utilisé par Hadoop pour faire la connexion entre les systèmes de traitement et le système de stockage HDFS. En fait, Mesos, c'est une autre technologie qui est de plus en plus connue également pour la gestion de ressources aussi.